Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette grande conférence de l'Université de la e-santé édition 2025 et le souhait ce soir de se projeter très loin en 2050. À quoi vont ressembler les soins, les patients, les soignants? Est-ce qu'il y aura d'ailleurs toujours des soignants finalement? Ou est-ce qu'on ne sera pas accueillis, pris en charge par des robots avec des intelligences super puissantes qui feront des soins encore mieux que les humains? C'est ce qu'on va tenter d'explorer ce soir avec Didier Mencier, médecin, voilà, qui est là-bas en face, gastro-entérologue. Vous avez assuré votre carrière au sein du service de santé des armées. On peut dire vraiment que vous avez pour le coup une vision à 360 puisque vous êtes soignant à la base, mais vous avez aussi été directeur d'établissement de santé, vous avez agi au sein du service d'information, vous avez dirigé le centre de traitement de l'informatique médicale des armées, vous avez participé à la création du dossier médical unique des patients donc, qui sont dans le système des armées et vous avez développer très tôt des solutions et des applications numériques pour les patients. Et puis, comme en plus de tout ça, vous vous ennuyez un peu le week-end, vous avez créé le site médecingeek.com sur les technologies numériques de santé. Merci infiniment d'être des nôtres ce soir. Thomas Serval, normalien à la base, surtout serial inventeur et serial entrepreneur avec une première invention. Alors si j'ai bien lu, c'est un scanner de code barre Bluetooth qui va vous permettre de devenir avec votre société le leader des solutions d'acquisition de données sans fil que vous allez revendre pour ensuite faire carrière à la tête de la division plateforme et écosystème chez Microsoft, puis chez Google. Et vous revenez à l'entrepreneuriat avec une brosse à dents connectée que vous inventez et qui est un véritable succès commercial. Et aujourd'hui, Barracuda, votre groupe, propose entre autres, alors on va voir une foultitude d'objets connectés pour la santé, pour prendre le poids, le pouls, vérifier la température, vérifier sa peau et même pourquoi pas anticiper les soins à venir. On verra tout à l'heure avec vous BeMine qui est un miroir dans lequel on se mire et qui va jusqu'à reconnaître notre humeur et notre niveau de santé mentale. Loïc Lagarde, polytechnicien, diplômé du très prestigieux MIT aux États-Unis. Vous aussi, vous avez fait votre passage chez Google et chez YouTube au début de votre carrière. Et vous dirigez aujourd'hui la clinique Pasteur à Toulouse. On le rappelle, l'un des plus grands établissements privés de l'agglomération toulousaine. 1300 collaborateurs, 100 000 passages par an. Et bien sûr, vous réfléchissez en permanence et de manière concrète à l'évolution du parcours patient et de vos métiers à 2050, mais en tout cas au moins à 2030-2035. Et puis enfin, Claude Ganter, donc journaliste de formation dans un grand groupe de presse, et puis vous avez ensuite effectué, on va dire malheureusement, des longs passages en établissement de santé, ce qui vous a donné envie d'apporter votre expérience à des patients, à des soignants. Vous agissez notamment au CHU Henri Mondor à Créteil, dans les services d'oncologie. Vous êtes aujourd'hui patiente, experte, indépendante, et votre regard, bien sûr, sera précieux sur la manière dont les robots, les intelligences artificielles ou autres vont venir nous tripoter dans les années 2040 ou 2050. Mais alors, tout le paradoxe, avant de se projeter dans le futur, bien moi, je vous propose un grand saut dans le passé. Un grand saut qui devrait vous plaire, Didier Mencier, puisque c'est vous qui m'en avez donné l'idée. Avant de se projeter 50 ans dans le futur, on va se mettre 50 ans en arrière sur une série que seuls les plus âgés d'entre nous peuvent encore connaître. Il y en a quelques-uns dans la salle, je vois, ça acquiesce et ça opine. Cosmos, 1999, et la manière dont on envisageait le soin dans cette série qui date quand même de 75, donc il y a 50 ans. Alors Didier Mencier, je n'ai pas trouvé exactement la scène que vous m'aviez citée, qui était celle d'un scanner corporel dans lequel on passait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette scène qui vous avait marqué ? C'est pas hyper vieux tout de même, faut pas exagérer. Non, mais je dis ça tout de même. Oui, pour ceux qui se rappellent, la médecin, c'était une femme médecin. Elle avait son pyjama orange beige et elle touchait jamais les patients. Ça, c'était extraordinaire, c'est bien. Les patients arrivaient, elle avait sa petite tablette, le patient s'allongeait, il y avait écoutez, oui, ça va pas bien, donc voilà, vous allez faire ça. Donc, est-ce que c'est ça la médecine de 2050 ? Il y avait le scanner sur la tête là qu'on le mettait. Oui, alors rien qu'en scannant le cerveau, si on peut le revoir en photo, on avait
tout l'état de santé du patient. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et moi je trouve c'est bien, donc c'est peut-être justement la médecine de 2050. Et pourquoi ça serait la médecine de 2050 avec ces capteurs extérieurs non agressifs? Bon, on est bien d'accord que là on disrupte exprès pour 2050, faire l'introduction. On fait la science-fiction. Bon voilà, ouais. Et après on peut penser aussi bien, parce qu'on en a parlé beaucoup, des données de santé, de l'IA, bon ça après je pense que les autres interlocuteurs interviendront dessus sans problème. Je pense qu'il y a aussi un peu la vraie vie en 2050. Donc, si on se projette en 2050, sachant que je trouve que c'est peut-être, moi j'aurais mis 2500, mais bon, à voir. Parce que peut-être dans 25 ans, on sera ici, on fera le même truc. On sortira du lit, on ira dans notre salle de bain ou d'emblée en marchant. Notre glace nous dira tension artérielle, un peu comme déjà notre montre connectée, pourra faire une analyse en disant rythme cardiaque un peu élevé, contact, téléconsultation. Donc téléconsultation, oui, mais on peut même mettre les lunettes et se retrouver directement dans le cabinet avec le médecin en métaverse. Enfin, quand j'emploie le terme métaverse, c'est peut-être un peu biaisé, mais en gros ailleurs, et puis voilà. Donc il y aura des exemples, je pense, mais vous avez bien vu l'IA qui intervient dans les hôpitaux, l'hôpital chinois, 3000 passages par jour. Enfin, on est tout de même, on se rapproche un petit peu de ce qu'on voyait avec Cosmos 99. On s'en rapproche et on n'en est pas si loin, on s'en rapproche très très vite. Vous dites l'importance des capteurs déjà pour nous donner des aperçus de notre santé. Il y a les montres connectées, on sait combien de pas on fait par jour, on peut savoir son pouls, on peut savoir pas mal de choses en connecté. Et beaucoup plus loin, il y a ce que vous avez inventé, Thomas Serval, j'en parlais tout à l'heure, qui est ce miroir connecté. Puisque comme dit Didier Mencier, on se lève, on va dans sa salle de bain et là on a un check-up complet. Est-ce qu'on va pouvoir voir le miroir en image? Il nous propose quoi, ce miroir? Il marche comment? Alors, c'est un miroir, mais grosso modo, c'est essentiellement une caméra. Et puis un écran. Donc c'est magique parce que le miroir a toujours été magique, mais technologiquement, on n'est pas dans la science-fiction. Ça existe déjà. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que si vous avez dans le miroir une caméra, même une caméra RGB normale et un micro, ce qu'on peut détecter aujourd'hui grâce au progrès de l'intelligence artificielle est phénoménal. C'est-à-dire, par exemple? Alors, on peut détecter au ton de votre voix, déjà votre santé mentale, en grande partie. Si vous combinez la pose... Donc en général, on parle de technologie multimodale. Donc en fait, le miroir va récupérer plusieurs sources d'informations, mais juste vous en face de ce miroir. La première information, c'est comment vous étiez hier. C'est en fait la première information la plus pertinente dans un miroir, un objet du quotidien, c'est la tendance. Puisque quelque part, il faut avoir une ligne de base et puis comprendre comment vous êtes par rapport à d'habitude. Ça, c'est la première des choses très intéressantes qu'un objet du quotidien peut faire. Puis après, en spot, vous pouvez récupérer avec une caméra des problématiques de peau visibles, comme pourrait le faire un dermato. Alors, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une caméra, on arrive à une précision d'1 micron. Donc, on peut arriver assez bien. On arrive à 1 mm facilement et pour arriver au micron, il faut un appareil qui va capturer. Et ça va détecter quoi sur la peau, par exemple, un micron? Tout type de changement de pigmentation qui peut être lié à du mélanome ou des choses comme ça. L'IA est meilleure maintenant que l'être humain, que l'œil humain. On a aussi des relations entre des pathologies et des maladies du foie. Enfin, aujourd'hui, on apprend tous les jours, et votre médecin, en regardant votre couleur de peau ou votre couleur de langue, un certain nombre de choses, peut avoir des éléments. Donc c'est ce qu'on peut apprendre avec la couleur. La deuxième chose qu'on peut avoir, c'est des éléments qui sont liés aux yeux. Les yeux qui sont finalement injustement séparés du reste. Le miroir de l'âme. Alors on peut avoir des choses extraordinaires maintenant avec l'iris et le fond de l'œil, ce que le miroir ne peut pas encore faire, mais qu'on peut faire d'une manière incroyable en termes de détection et de prévention. Ça, c'est ces 10 dernières années, les progrès ont été incroyables. Le miroir ne peut pas encore le faire, mais si vous demande de vous rapprocher, on va pouvoir arriver à des choses comme ça. On peut récupérer votre rythme cardiaque. Alors maintenant, il y a 5 ans, on rigolait en disant que ce ne sera jamais possible. Et ben maintenant, il y a un certain nombre de sociétés qui ont réussi à obtenir les agréments FDA pour le rythme cardiaque. Elles disent qu'elles vont arriver à la pression sanguine. On n'est pas encore convaincu, mais il faut voir qu'un jour, ce sera quand même probablement possible.
Et puis après, quand vous êtes dans le multimodal, ce qu'on fait avec ce miroir autour de la santé mentale, et en fait, ce qui est clair, c'est que cette liste de ce qu'on peut faire, chaque jour, elle s'améliore. Elle s'améliore à la fois parce qu'on détecte des nouveaux signaux qui sont des précurseurs de maladies ou de conditions. Et puis après, on trouve des corrélations qu'on n'imaginait pas parce qu'on a la donnée. Donc par exemple, aujourd'hui, dans notre miroir intelligent, qu'on a présenté en 2024 au CES, on vous demande comment ça va. Et après, on fait la combinaison de 3 sources d'informations. D'abord, qu'est-ce que vous allez répondre ? Ça va. Alors, ça va, il va te faire du speech to text, il va dire ça va. Bon, ça va, ça veut dire que vous considérez que ça va. Puis après, il va écouter le ton de la voix. Le ça va avec une petite voix un peu chevrotante ou qui a des larmes ou un peu d'émotion, bah, ça va déjà moins bien. Et puis après, il va regarder la posture par rapport à la norme. C'est si vous êtes voûté, les yeux à moitié fermés, alors que grosso modo, votre voix peut paraître normale, et donc la combinaison de tout ça permet d'établir un score et de vous catégoriser dans une des 9 catégories qu'on a mis en place, qui va de risque suicidaire, appelé le 911 ou le SAMU, à en fait, on a juste besoin de montrer un petit... Vous êtes juste déprimé parce que c'est le matin et qu'il faut aller travailler. Et là, on vous montre un petit chaton qui saute et vous souriez et vous repartez pour la journée. Alors ça j'ai trouvé incroyable avec votre miroir. Effectivement, non seulement il prend... Alors on va dire des constantes en fait physiques quelque part qu'il faut prendre, qui sont importantes, mais au-delà, il va déjà scanner notre santé mentale. Et effectivement, le miroir, il nous envoie des petits cœurs, des petits dessins, des machins. Il est en véritable réaction sur nous. Alors, non seulement il est en véritable réaction sur nous, mais ça, c'est vraiment la révolution des modèles de langage. Il est en empathie, en écoute, avec maintenant une satisfaction des utilisateurs qui est bien supérieure à celle pour la plupart des gens. Il y a des gens qui sont complètement contre, mais on va dire en moyenne, les gens sont très satisfaits de ne pas nécessairement avoir à décrocher leur téléphone et appeler leur psy, surtout parce qu'il est 7h30 du matin et qu'il n'y a pas grand monde qui va les appeler pour les écouter, que la capacité d'écoute, elle est quand même infinie, et que pour 80% des cas, où on a juste besoin d'un petit boost, rappeler une nouvelle heureuse, montrer une photo de quelqu'un que vous êtes proche, voilà, des choses qui peuvent être... où la machine vous assiste juste à vous, c'est le côté du miroir, le miroir de votre âme, et de vous donner une meilleure image de vous, ça a un impact immédiat et satisfaisant. Ça ne règle absolument pas les 20% de pathologies critiques et autres, mais ça permet d'éviter, et c'est ça qui est intéressant dans cette médecine prévention, ça permet d'éviter d'engorger pour des problèmes mineurs des professionnels de santé qui sont de plus en plus rares par rapport aux problèmes qui ne font qu'augmenter. C'est assez incroyable. On essaie de se projeter. Dieu sait si c'est difficile de se projeter à 2050 vu la vitesse à laquelle les choses se déroulent aujourd'hui. Mais Didier Mensier nous dit tout à l'heure, regardez Cosmos 99, mais évidemment, je me lève aussi de mon lit et puis on va me dire ça va pas, tu parles bien, tu parles pas bien, t'as pris du poids, ta pression c'est pas bonne. Il y a votre miroir qui est pas une projection parce que c'est déjà une réalité, qui est capable de nous scanner jusqu'à des fonds d'œil, de la peau, voir ce qui se passe sur notre peau et scanner notre humeur, le ton de notre voix, etc. Et vous nous dites, ça c'est la salle de bain, mais demain, là pour le coup, vous imaginez la maison, vous, totalement connectée. Alors, ça va un petit peu au-delà de ça. On a créé ce qu'on appelle un operating system qui donc permet de faire de la fusion de données, qu'on appelle KROS, et qui, en fait, votre maison aujourd'hui, elle capte déjà énormément d'informations qui, même si elles ne sont pas caractérisées comme étant des données de santé, sont extrêmement pertinentes pour connaître votre mode de vie, vos habitudes. Prenons l'exemple d'une personne âgée ou de quelqu'un de déprimé. Est-ce qu'elle s'est levée ou pas ? Ça, c'est une information qui est hyper importante d'aller capturer avant que la personne rentre dans la salle de bain. Et on voit surtout sur les personnes âgées où quand on voit un déficit d'activité, avant qu'il y ait une chute ou des trucs très pathologiques, il y a déjà des éléments d'activité qu'on peut récupérer. On porte maintenant tous un appareil qui traque déjà beaucoup de données pertinentes en santé, même si elles ne sont pas des données de santé, encore une fois. On va récupérer des informations d'environnement. Enfin, donc, grosso modo, fédérer toutes les sources d'informations déjà digitalisées qui permettent de mieux comprendre le contexte de la personne pour vraiment sortir. Moi, j'ai créé un bouquin autour de ça parce que j'avais eu le plaisir de partager, que j'appelle la médecine longitudinale. C'est en fait des sources de données au cours du temps qui permettent de comprendre des comportements, des intentions et qui finalement permettent d'avoir non pas une photo où on fait un bilan de santé, on prend une photo, mais plutôt vraiment avoir cette idée de l'évolution d'un certain nombre de constantes, l'évolution de vos habitudes, positives ou négatives. Vous pouvez commencer à faire un régime et voir que ça marche, mais vous pouvez aussi voir que tout d'un coup, parce qu'on aura en plus de la salle de bain ou dans la salle de bain un tapis de bain qui va mesurer votre poids ou des choses comme ça, on va pouvoir comprendre quelque chose d'anormal qui va se passer et derrière appeler un professionnel de santé ou en tout cas vous dire il y a quelque chose d'anormal et c'est là où
on va dire aujourd'hui, dans la technologie d'aujourd'hui, on peut détecter la normalité, mais pas nécessairement la diagnostiquer, même parce qu'on n'a pas les preuves cliniques et les effets. Et aujourd'hui, ça permet d'aller vers les systèmes de soins. Alors, vous dites ça peut permettre d'appeler un professionnel, de signaler tout simplement. La machine peut signaler elle-même un professionnel de santé qui a un besoin, mais il y a d'autres étapes. Il y a des étapes de prévention, il y a des étapes de changement de comportement. Et ce que vous mesurez déjà aujourd'hui, c'est que ces objets connectés amènent certains patients à changer leur comportement à un moment où on est tous d'accord de dire on ne met pas assez de poids sur la prévention avant l'hospitalisation. Alors, ce qui est très impressionnant pour nous qui venons vraiment des objets connectés et pas du médical et donc on a découvert la prévention. Donc on a commencé, comme vous l'avez gentiment dit, sur la brosse à dents. Brosse à dents, c'est quand même quelque chose d'incroyable puisque effectivement, il suffit de bien se brosser les dents pour éviter un tiers des maladies bucco-dentales. Et pourtant, les gens le savent et pourtant les gens le font pas. Parce que malheureusement, on ne traite pas des machines ou des gens rationnels, on traite des animaux un peu sophistiqués, mais on se comporte et on réagit. Et donc la science du comportement, elle a beaucoup évolué. Alors on le sait parce qu'on est maintenant tellement addict à un certain nombre de plateformes qui ont appris comment notre cerveau fonctionnait. Et donc on a travaillé beaucoup sur la science du comportement pour voir comment on peut créer des incentives qui vont vous donner envie de créer cette habitude. Et donc l'université UCL à Londres a caractérisé qu'il y a 82 modèles d'incentives. Tous les êtres humains vont réagir à un de ces 82 et avoir des modèles qui seront plus ou moins de ces 82 dimensions. C'est quelque chose de très facile à aller capturer. Et donc, je vous donne un exemple très concret de ce qui pourrait... Il y a des gens qui réagissent à un avis médical. Si vous entendez un médecin vous dire « il faut faire ça », vous allez le faire. Il y en a qui réagissent absolument pas à ça, mais par contre qui sont très sensibles à l'influence sociale. Si par exemple, on dit à tous vos collègues que vous ne brossez pas les dents, là, vous allez vous dire que ça va être le bon incentive pour vous. Il y a des gens, alors ça arrive malheureusement ou heureusement beaucoup aux États-Unis pour les couch potatoes, les gens qui sont vraiment très, très immobiles. Bon, eux, on sait que si on leur donne 5 $ de plus pour faire 10 000 pas, ils vont le faire. Et donc, il y a des gens qui réagissent à un stimulus financier. Et donc, savoir à quoi vous réagissez, c'est assez facile à diagnostiquer. On a maintenant des modèles qui le font. Les mettre en œuvre, puisque vous avez systématiquement, quasiment autour de vous, alors pour 90% de la population, un écran auquel vous êtes déjà scotché, c'est aussi facile. Donc cette combinaison, elle existe, et elle est de plus en plus facile à mettre en œuvre. Elle sera immédiate en 2050. Donc de la détection par de l'IA, on va dire ça, dans un sens très, très vulgaire, de la détection par de l'IA, de l'apprentissage au changement de comportement par de l'IA également. Et lorsque l'on préparait cet échange, vous m'avez dit, l'IA, ça va être une révolution, et de toute façon, on n'a pas le choix. Content ou pas, on va y aller, et on va y aller rapidement. Pourquoi ? Alors c'est assez simple, hein. L'exemple de la santé mentale est vraiment la meilleure des illustrations. Si à chaque fois qu'on a un problème, il faut appeler un psychologue, alors qu'on sait que cette profession est déjà totalement sinistrée entre les besoins qui ont en plus explosé avec le Covid, le nombre de professionnels de santé, on a besoin de l'IA pour trier, parce qu'on le voit en Chine, ils n'ont pas le choix non plus. Et puis on a cet élément fondamental qu'on voit d'abord en Corée, au Japon, mais qui nous arrive en Europe de la même façon. Le vieillissement de la population fait qu'on a en moyenne une maladie chronique à 65 ans, en moyenne 2 à 80 ans. On va vivre plus de 80 ans quasiment pour toute notre génération. Donc on va être malade. Pas de maladies mortelles, mais de maladies chroniques qui nécessiteront un soin et sur lequel la dynamique juste de la formation des professionnels de santé ne permet pas de répondre à la demande du vieillissement de la population. Didier Mencier, pour vous qui êtes soignant, qui êtes médecin à la base, j'aimerais bien aussi avoir votre réaction par rapport à ce que nous dit Thomas Serval. On a beau se faire des nœuds dans le cerveau, dire qu'on en veut, on n'en veut pas de l'IA, qu'il faut de l'humain, etc. Et Thomas Serval nous dit, de toute façon, il n'y a pas le choix, vu le vieillissement de la population générale, mais aussi des médecins d'ailleurs. Oui, l'exemple santé mentale, je suis d'accord avec toi, c'est assez catastrophique. C'est assez catastrophique. Mais bah oui, après c'est toujours la problématique des usages, on en a parlé pas mal cet après-midi, étant médecin, consultant toujours, mais DSI, c'est sûr que la conduite du changement avec mes collègues est extrêmement difficile. C'est une population, on sait bien, beaucoup plus difficile au niveau appropriation de nouvelles technologies. Mais l'IA, déjà dans notre pratique de vie de tous les jours, je pense que dans la salle, 90% utilisent l'IA, même pour
au lieu d'aller chez Google, sur Google, excuse-moi. Sur Google, les gens ils tapent directement sur Perplexity ou ChatGPT maintenant. Donc je pense que tout le monde utilise à un moment donné l'IA. Et donc en médecine, je pense qu'au contraire, le pas sera plus facile pour les praticiens. Surtout, on en a parlé aussi cet après-midi, les comptes rendus, c'est aucun intérêt. Et en plus, maintenant, ce qui est important, il y a beaucoup de consultations, surtout en cancérologie, où le patient sort avec son compte-rendu le jour même du bureau du médecin. Donc c'est hyper important, normalement, où le médecin dicte le compte-rendu devant son patient. Voilà, donc là, si c'est fait rendu tout de suite, c'est facile. Ça sera acquis par les praticiens. Le codage, PMSI, tarification de l'activité, c'est peut-être complètement pénible. Moi, je faisais ça tous les vendredis. Bon, ok, d'accord. En plus, on n'est pas obligé d'être très bien formé dans le public, je parle. Dans le privé, quelquefois, c'est un petit peu différent. Mais voilà, tous ces éléments, en fin de compte, d'usage qui entraînent une petite perte de temps administrative pour les praticiens, parce que c'est nous qui sommes obligés normalement de coder et faire notre codage PMSI. Tout ça, ça va être adopté très rapidement. Donc l'IA, je pense qu'elle peut rentrer là-dedans. Pour les aides à la prescription, on les a déjà, mais avec l'IA, ça peut être intéressant. Moi, je suis sûr que je suis passé dans ma carrière à côté de maladies rares, puisque je ne connais pas toutes les maladies rares, et que peut-être que le patient que j'ai vu pour une pathologie, si j'avais une IA qui me dépistait et qui me reprenait toute la chronologie, je ne sais pas, sur 10 ans dans son dossier de soins, il m'aurait dit « Ah oui, attention, peut-être que c'est ça, parce qu'il faudrait peut-être faire ça. » Ça, c'est intéressant. Oui, juste pour expliquer quelque chose qu'on a découvert, nous, quand on travaillait en tant que geek dans ce domaine-là, c'est surtout la synthèse de l'ensemble des informations disponibles. Aujourd'hui, c'est le médecin qui fait la synthèse de l'ensemble des tests qu'il demande, prescrit et autres. Et en fait, c'est relativement inefficace de faire en sorte que cette synthèse se fasse chez le médecin. Il n'empêche que le médecin doit valider. Mais cette synthèse, c'est quand même plus facile pour une machine de réunir toutes les données digitales qui existent et d'en faire une synthèse a priori pour augmenter la productivité et même derrière aider nous. Alors on n'ose pas encore le faire sur l'humain, donc on le fait sur les cliniques vétérinaires parce que là il y en a moins de problématiques. Et on le fait et on fait gagner un temps incroyable et on améliore la prescription et le traitement parce que la synthèse de l'ensemble des éléments d'informations qui vont éclairer le diagnostic du médecin, elle est faite en amont. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera un des usages qui va au-delà de l'IA, qui va vraiment être de la digitalisation de la médecine et qui est déjà très avancée. En matière d'IA, justement, de gestion des patients, je voudrais vous montrer une autre photo là, que j'ai capturée un peu sur Internet, qui est l'hôpital de Tsinghua à Pékin, qui se prétend d'ailleurs le premier hôpital IA au monde. Et vous allez voir, l'accueil a été complètement révolutionné il y a moins de 6 mois. Alors, je veux dire, c'est un peu comme un McDo. C'est-à-dire que vous vous présentez aux urgences et vous tombez là-dessus sur d'immenses écrans et vous indiquez vous-même les pathologies, ce dont vous souffrez. Le premier diagnostic est réalisé par l'IA avant de vous entraîner vers le bon service, le bon médecin. Didier Mencier, je voulais vous entendre là-dessus. C'est quand même une mini-révolution de dire le patient, il est accueilli par un robot. Il fait lui-même d'ailleurs comme son enregistrement chez Ryanair, il fait lui-même son check-in sur le robot et ensuite éventuellement on verra pour de l'humain. Moi ça me choque pas. Bon après c'est en Chine. Ok, on n'a pas la même population qu'en France. Je rappelle que mais vieillissante aussi et avec une démographie médicale vieillissante également. Cet hôpital, je crois, fait 2000 à 500 à 3000 consultations au jour. Bon, après, ils sont aussi obligés parce qu'ils sont très nombreux. Après, il ne faut pas oublier, il y a des services d'accueil des urgences sur Paris, à la PHP, où il y a une infirmière de triage et qui dit « Ah bah tiens, vous, si vous voulez, vous pouvez aller dans la cabine de téléconsultation à côté. » Et ça fonctionne très bien. Mais c'est un humain qui le fait. Oui, je suis d'accord. Donc après, il y avait eu des études qui ont montré que actuellement, les Français n'étaient pas très chauds pour avoir une interface totalement numérique. Je pense que c'est pas la même population, mais voilà. Claude Ganter, une réaction par rapport à tout ça quand même. Vous imaginez, vous demain, en tant que patiente, arriver à l'hôpital, aux urgences et taper sur l'écran ce qui vous arrive? Alors déjà, je vais être la patiente qui se lève le matin et qui va être devant mon miroir. Miroir, comment je vais ce matin? Ça va être un peu ça avec les nouveaux outils. Je vais me sentir déjà en 2050 peut-être cette patiente déjà ultra connectée,
déjà extrêmement surveillé. On l'est déjà par nos IP d'ordinateur. Quand vous faites une recherche de matelas, nouveau matelas, vous en avez pour 15 jours. Donc de toute façon, la surveillance, elle est déjà là. Oui, elle est là. Ça voudra dire quoi, vivre mieux en 2050 pour un patient? Et quand le patient arrive à l'hôpital aujourd'hui, en fait, parfois, il est désorienté. Parce que parfois, l'accueil, c'est compliqué. Le patient a du mal à se repérer, en fait. Et puis, le fait d'arriver à l'hôpital, parfois, c'est déjà... Il y a des patients qui détestent être à l'hôpital, ça les rend déjà presque malades. Donc c'est vrai que d'arriver devant un lieu, de toute façon, on sera déjà habitué avec les bornes SNCF, on sera déjà habitué, on aura déjà une espèce de logique de connexion à travers, même s'il y a des robots qui arrivent très sympas, Anne en parlait tout à l'heure de tout ce qu'on avait fait. Oui, je parle de ça parce que, en fait, ce que tu n'as pas présenté, ça fait plus de 2 ans que où je fais membre de l'équipe aussi du tiers-lieu Hôtel Dieu, à la PHP, où je vois depuis 2 ans, en fin de compte, donc c'est tout ce qui est autour de l'innovation et du soin dit digital. Oui, l'IA est là. Oui, le patient de demain, il est en train de se réfléchir aujourd'hui. Il est déjà presque aujourd'hui. Oui, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, je fais partie de ces patients partenaires engagés, justement, sur les chemins d'innovation pour co-construire aussi l'innovation de demain. Et l'innovation de demain, effectivement, ça va être peut-être de repenser une nouvelle fluidité des parcours des patients à l'hôpital. Et surtout, je voudrais revenir un petit peu, mais ça, on pourrait en venir aussi sur le temps du patient. Tout à l'heure, tu évoquais aussi le patient qui allait arriver et qui allait passer plein d'examens et qui allait ressortir. Je sais qu'il y a des endroits, des cliniques qui le proposent, à des tarifs aussi pas toujours très bien remboursés, mais qui le proposent. Mais le temps du patient de digérer aussi une annonce, de digérer aussi la maladie qui vient percuter son récit de vie, c'est quelque chose qui sera peut-être pas de l'ordre de l'IA, mais en tout cas, il va falloir remettre ça un petit peu dans notre discussion ce soir. L'IA en santé mentale aujourd'hui, notamment chez les jeunes, est extrêmement utilisée et je ne sais pas si on a vraiment des études de la littérature là-dessus, mais en tout cas avec une certaine efficacité. Avec une efficacité. Parce qu'il y a une empathie chez l'IA aussi. Exactement. Et puis l'empathie aussi, elle est travaillée tout autour de tout ce qui est application de compagnonnage. De compagnons, les robots compagnons, les applications de compagnonnage, et même sur tout ce qui est autour du DTX, etc. Ça évite aussi de prendre du médicament. Il ne faut pas non plus mettre ça à la poubelle. Ça évite aussi d'ingurgiter des médicaments qui auront des effets secondaires, et pourquoi pas. Et sur la santé mentale, bon là, le 20 novembre, c'est la journée de la santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui vont encore... ça a été pourtant l'année de la santé mentale l'année dernière, mais il y a encore vraiment un terrain à conquérir. Loïc Lagarde, est-ce qu'on va être accueilli par des robots ou par des bornes comme ça à la clinique Pasteur en 2030, 2040 ? Sans doute, on l'est déjà, on a déjà des bornes pour ce qu'il y a certains types de populations qui ne veulent pas attendre, et qui ne veulent pas parler, et certains qui préfèrent. On a par exemple un logiciel de préadmission qui s'appelle Yuli, où les gens préfèrent rentrer leurs informations sur leur téléphone portable en amont plutôt que de parler avec quelqu'un, et parce qu'ils se disent je le fais en effet pour préparer mon voyage, est-ce que je peux pas moi-même préparer mon séjour comme ça. Donc c'est à nous de nous adapter un petit peu à... Plutôt sur les jeunes générations d'ailleurs. Sur les jours. Alors, je suis pas sûr que je sois aussi discriminant. Je trouve qu'il y a une vraie appétence c'est multigénérationnel. Il y a une appétence chez certains types de personnes qui aiment bien ça et qui n'aiment pas aller faire cette petite conversation qui leur fait perdre du temps. Selon eux, d'autres, au contraire, ont besoin de cet élément de rassurance. Donc, je pense que ça sera à nous aussi de nous adapter à ça. Et si je peux faire peut-être un petit point sur la chose pour reprendre ce qui vient d'être dit, je pense, et au risque d'être peut-être un peu incisif sur le système de santé français. Mais l'avantage de ne pas venir d'établissement de santé avant, je peux me permettre d'autres choses, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé notre système de santé autour du patient. On a pensé notre système de santé autour de l'offre de soins. 2 choses complètement différentes. On sait faire de l'offre de soins, et on fait plutôt bien de l'offre de soins en France, sincèrement. Par contre, l'articulation de cette offre de soins, 2 points de vue du patient,
Ça, par contre, on ne se pose pas nécessairement la question. Donc, la réflexion de se dire qu'en oncologie, je vais avoir potentiellement, selon certaines études, 50 à 100 intervenants, en gros, personnes avec qui je vais parler de ma pathologie, du brancardier, de la personne à l'accueil, du médecin, du secrétaire. Je vais dire que je suis malade. Et quelle est la coordination qui se fait entre tous ces acteurs ? Elle n'existe pas, ne sert pas. Et donc là, est-ce que la technologie pourra nous aider à ça ? Je l'espère, puisqu'on en aura grandement besoin pour gagner en efficience et surtout en qualité de soins pour nos patients. Thomas Serval, vous vouliez réagir rapidement ? Oui, sur l'onboarding, enfin sur la rentrée en contact, ce qu'on a observé nous, puisqu'on fait des logiciels pour des cliniques vétérinaires et des cliniques humaines, c'est que effectivement le téléphone portable, qui est un compagnon de vie maintenant au quotidien, est un compagnon d'intimité. Et donc en fait, on a plus de facilité à cacher ou à dire des choses à son téléphone qu'on a même à le dire à quelqu'un en face c'est vraiment quelque chose d'assez profond, et vous faites votre introspection, vous vous rendez compte que votre téléphone possède des secrets. On aime bien le dire à son médecin, mais notamment dans un lieu qui est un peu public et qu'on est encore dans la salle d'attente, dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, etc. On n'a pas vraiment envie de dire, même à la dame de l'accueil, qu'on va consulter pour un cancer, ou qu'on va consulter parce que... Et donc quelque part, c'est vrai qu'il y a des nouveaux objets, et c'est vraiment une des tendances aujourd'hui dans l'IA, de ce qu'on appelle de Ambiontic AI, enfin de l'IA dans les objets, de partager avec des objets du quotidien qui ont la confiance et qui vont prendre des formes peut-être différentes un petit peu du téléphone, mais qui vont être un peu des objets qu'on aura toute la journée et qui sont plus efficaces que même ces bornes. Il faut aussi se dire que ces bornes, elles vont disparaître probablement parce que en fait, on s'est remplacé maintenant par du langage, quelque chose de plus efficace que les bornes. Donc il est probable qu'on ait le téléphone d'à côté et un micro qui écoute et qui peut vous parler mieux qu'un humain avec une écoute infinie. Là, ça va être vraiment Cosmos 99. Avec une application alors qui sera dans ton téléphone et qui sera connectée directement à l'hôpital et qui te servira de guide et de compagnon. Tout ça, c'est juste une question d'interface. En fait, les interfaces sont en train d'être réinventées, mais tout existe. Ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, c'est plutôt aux établissements de soins et aux patients d'exprimer, et ils votent eux-mêmes, ils préfèrent l'application d'onboarding plutôt que... C'est eux qui vont avoir le choix, et en tout cas, tout est possible aujourd'hui sans aucune limitation. Loïc Lagarde, au-delà des bornes qu'on a pu voir à l'hôpital chinois tout à l'heure, vous travaillez beaucoup, et ça c'est de l'hyper concret, c'est pas 2050, sur la notion de parcours patient, justement, et remettre le patient au cœur de la préoccupation dès son accueil, voire avant son hospitalisation. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que concrètement, on doit nous prendre conscience que justement ce que je disais, on a une offre en silo, une offre de soins avec des spécialités qui deviennent de plus en plus profondes parce que de plus en plus complexes. Et donc un médecin qui est hépatogastroentérologue va être de plus en plus spécialisé, et va même, celui qui va faire des Mickey ne va pas faire d'autres types de pathologies. Et donc ça devient de plus en plus complexe et on doit nous rendre ça transparent pour le patient. Et donc ça veut dire déjà dans notre établissement, mais aussi avant, puisque bien sûr, la relation avec le médecin traitant, comment ce patient va en gros nous arriver. Ensuite, quand il sortira de chez nous, comment il revient à domicile, comment il vit à son domicile avec une pathologie. Nous, on a par exemple un service d'aide à domicile. C'est pas parce qu'on veut faire du médico-social, mais d'apprendre ce que c'est que le portage de repas. C'est quelque chose d'assez intéressant, et de savoir ce que c'est que d'avoir des assistantes sociales qui travaillent dans un établissement ou qui doivent aider au retour à domicile, c'est extrêmement important aussi parce qu'en fait, tout n'est pas parfait pour un retour à domicile. Et derrière, si on ne fait pas ça pour le patient, on n'aura pas le résultat escompté, puisqu'en gros, moi quand j'entends beaucoup 2050 et tout ce qu'on est en train de dire, ça c'est ma déformation professionnelle, j'entends beaucoup d'innovation technique. Pour autant, il n'y a pas d'innovation technique majeure s'il n'y a pas d'innovation organisationnelle au niveau de l'innovation technique. Et c'est là que ça pêche aujourd'hui, ce changement de culture. C'est là où, en fait, on se dit tout, la technique va gérer tout par elle-même, mais si les organisations humaines ne suivent pas pour faire ça, le meilleur exemple de ça, regardez autour de nous aujourd'hui, l'iPhone a 18 ans. Qui est en train d'écrire sur du papier en ce moment ? Donc si la technique résolvait les choses par elle-même, on n'aurait pas besoin de se dire un iPhone a 18 ans. Je ne vous parle même pas de quand est-ce qu'AOL a lancé ses premiers services ou compagnie. Donc, une adoption ne se fera que si derrière on réussit à coordonner ça et le rendre fluide. C'était votre expression. La fluidification des parcours, c'est quelque chose que nous travaillons. Et vous rappelez bien l'importance d'avoir une vision holistique, une vision globale du patient avant son hospitalisation pour
qui est dans un établissement hospitalier pendant et après. Et l'innovation organisationnelle n'est pas forcément sur une technique complètement disruptive ou autre. Vous réfléchissez avant qu'un patient rentre dans votre établissement, s'il doit y être intégré et avoir un lit médical, occuper une chambre ou pas. Et s'il n'a pas vraiment besoin d'un lit médical et d'une surveillance accrue, comment est-ce que vous vous débrouillez? C'est un exemple, par exemple, assez concret, c'est de se dire que donc, nous, on a un enjeu d'accessibilité de nos plateaux techniques, c'est de s'assurer qu'on puisse toujours avoir de la disponibilité pour des gens qui en ont besoin. Et concrètement, quand je suis arrivé, je m'observais que beaucoup de lits médicalisés étaient pris par des gens qui venaient dormir la veille en prévision d'une opération. Pourquoi? Parce qu'on a une spécificité aussi à la clinique Pasteur, c'est sur toute pathologie confondue, on a à peu près 40% de nos patients qui ne viennent pas du 31, et en cardiologie, c'est même plus de 50% qui viennent en dehors. Donc, ils sont au-delà des 150 km, donc faire venir quelqu'un pour être prêt au bloc à 6 heures du matin, bon, et vu l'âge de certains de nos patients, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente quand on se pose la question du patient. Sauf que on se retrouve avec donc des lits pris par des gens qui n'ont pas besoin nécessairement d'une surveillance médicale à ce moment-là, et donc on a travaillé avec des résidences senioriales tout autour de chez nous, où on a réservé des chambres, et le système de la Sécu était bien fait puisqu'il permet de financer ça s'appelle les hôtels temporaires non médicalisés, où on a du coup, par contre, intégré dans le parcours, idéalement dès la consultation par le médecin, de dire vous allez venir, vous allez arriver la veille où on va faire les derniers examens dont vous avez besoin pour préparer votre intervention. Par contre, vous dormirez à l'hôtel, on va vous y amener, on vient vous chercher le matin en taxi. Le retour patient est incroyable vis-à-vis de ça. Et nous, on gagne de la disponibilité. Sur un service de cardiologie, pour nous, concrètement, c'est 10% de plus de capacitaires créés. Mais ça veut dire des nouveaux métiers chez vous pour organiser une prise en charge du patient sous des nouvelles modalités. Alors, complètement aligné avec ça, c'est-à-dire que pour nous, je pense que le challenge de demain sera le métier de coordinateur. C'est le métier de coordination des soins pour justement accompagner le patient dans son parcours, qu'il soit logistique, ou qu'il soit avec sa pathologie. Thomas le disait juste avant, on rentre dans un âge du vivre avec. C'est pas du curatif, c'est du vivre avec une pathologie. Le cancer devient une pathologie chronique. C'est-à-dire on vit avec son cancer. Donc comment nous, on va pouvoir accompagner ça et quels sont les métiers qui vont être besoin. Une infirmière qui pourra être disponible au téléphone pour pouvoir rassurer et pour pouvoir rassurer certains patients à un certain moment, on voit que c'est un besoin. Les financements ne sont pas là à ce jour, mais pour autant, il y a quand même des choses à faire. Claude Ganter, sur cette vision globale finalement du patient que nous décrit Lagarde, en disant les financements ne sont pas là, mais nos métiers évoluent, nos process doivent évoluer, la manière dont on gère un parcours patient doit évoluer. Oui, tout à fait. Je pense, je fais écho à ce que vous avez dit. J'ai visité il y a une dizaine de jours, j'ai visité le futur hôpital bloc opératoire de la Riboisière, qui sera donc une grande plateforme aussi où le patient arrivera le matin et ressortira l'après-midi. C'est 46 000 m², c'est énorme, tout est pensé. Et là, l'équipe a demandé à ce que je vienne, avec le tiers-lieu BOPEX, visiter. Donc, étaient invités aussi quelques érus de la Riboisière, etc. Et on a eu une visite. Et là, d'abord, j'ai trouvé que ça se construisait, mais ça se construisait à des moments ou à des étapes où j'avais compris, où ils avaient aussi embarqué des patients. Donc là, sur cette co-construction de demain, il faut aussi engager aussi ce que je représente un petit peu à cette table ronde, cette co-construction avec des patients ou des patients partenaires. Et effectivement, j'ai pu voir que dans nos discussions, ce parcours qui était en train de se tracer pour demain, avec une désescalade voulue de l'anxiété, avec des patients qui viennent aussi au-delà, même à Paris, à 100 km et au-delà, comment les accueillir au mieux et comment se donner aussi les moyens qu'ils ressortent. Moi, fais partie des patients qui sont passés une quinzaine de fois, je suis descendue 15 fois au bloc. Et j'ai vu, entre les dernières opérations que j'ai eues il y a 3 ans et les premières, j'ai vu aussi que mon rétablissement était meilleur, parce que j'avais eu une meilleure information, parce qu'on m'avait mieux expliqué l'opération, parce que, en fait, même si j'ai encore eu le petit cachet pour me décontracter avant de descendre au bloc, ceci dit, j'ai vu aussi que sur l'expérience patient qui a été vue, qui a été travaillée sur ces questions-là, aussi le fait de rentrer debout dans un bloc, c'est peut-être de l'innovation qui n'est pas numérique, mais n'empêche que c'est pas la même chose. Ça change tout.
Ça change tout. Le fait d'être comment dire, considéré dans son intégralité de personne, ça change tout. Et c'est là où il va falloir continuer à travailler ensemble, main dans la main, à côté de tous ces enjeux de transformation où ça engagera aussi de l'IA, du numérique, où on ne pourra pas se passer. Je donne juste une information aussi sur la présence des comités patients qui sont nécessaires aussi. Je fais partie du comité patient de Made in Twin autour de ce qui va se dessiner sur un jumeau numérique qui est donc piloté par Dassault Systèmes. Un industriel a eu une des premières fois, voulu mettre un comité patient au regard du comité éthique et des comités chercheurs scientifiques, médicaux et ingénierie. Tout ça pour dire que cette interface, en fin de compte, qui c'est qui va l'utiliser aussi? Ça va être le patient, si on ne le met pas dans la course. Parce que tout ce qui se construit, à un moment donné, moi, toute ma vie, comme vous avez dit tout à l'heure, j'étais journaliste, c'était le lecteur. Aujourd'hui, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, il faut raisonner en termes d'utilisateur et du patient. Thomas Serval, vous voulez réagir? Deux remarques. D'abord, sur le rétablissement. Toutes les études montrent que plus vite le patient est à domicile, plus vite il peut se rétablir. Donc quelque part, cette hybridation entre un lieu ou avec des plateformes hyper pointues, médicalisées, sur lesquelles on va optimiser le lit qui coûte une fortune, etc., et le retour à domicile avec des technologies hybrides pour que le monitoring et tout ça se mette en place, ça c'est possible, c'est encore très difficile à mettre en œuvre. Là, on a des projets avec le MIT, etc., justement pour comment on optimise les visites à domicile, et tout ça, on se rend compte qu'on est encore assez inefficace, voire très inefficace, malgré l'existence de la technologie. Ça rebondit sur... Et puis, par exemple, pour prendre en cancéro, en fait, la vie avec un cancer, c'est 2% avec un personnel de santé, 98% tout seul. Tu veux que je te donne des horaires? C'est en gros, c'est entre 15 et 20 heures à l'hôpital, et c'est en gros estimé à 6500, 250 heures, soi-même à gérer sa maladie. Et donc cet accompagnement que l'humain ne peut pas donner parce qu'on n'a pas ce temps, c'est là où les hybridations et les savoir-faire sur les interfaces, et peut-être pour parler un peu juste technologie, la plus grosse révolution des LLM dont on voit les gens ils disent ça fait ChatGPT, la révolution profonde de ces LLM, c'est ces interfaces qui permettent de comprendre l'humain, de comprendre le patient. Et ça, on est même surpris encore aujourd'hui qu'une machine, finalement, arrive à être pertinente par rapport à ça. Et donc, il y a ce besoin d'humain hybridé avec de la technologie. Un besoin hybridé avec la technologie. Je voudrais qu'on termine cet échange sur une autre forme d'hybridation, quelque part, de l'humain avec la technologie que vous avez développée, Didier Mencier. Ce que je disais, parmi les multiples cordes de votre arc, vous êtes geek, vous êtes joueur de longue date de jeux vidéo et vous avez ouvert des consultations à la dépendance aux écrans. Là, vous allez faire un tabac, à mon avis, qui fait dépendance aux écrans, qui fait des ravages chez les jeunes. Et alors, donnerai ma carte. pour vous rapprocher d'eux, vous avez décidé au contraire de mettre de l'humain dans le monde virtuel en ouvrant des cliniques virtuelles, mais pas n'importe où. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Le principe, c'est toujours pareil, c'est aller chercher. Alors, c'est vrai que je suis addictologue, donc je ne suis pas allé non plus dans les bars chercher mes patients pour l'alcool. Nous sommes bien d'accord. Hein. Vous êtes dans le métro le matin, vous allez voir l'adaptation à l'addiction aux écrans. C'est assez impressionnant. Mais l'idée, c'est de dire, c'est d'aller chercher les jeunes là où ils sont. Et donc, les consultations, au fur et à mesure des consultations, j'ai découvert, alors moi qui suis gamer, c'est plutôt des jeux où on ne peut pas vraiment construire son monde, donc c'était moins possible. Par contre, Roblox, j'ai ouvert la clinique Médecin Geek sur Roblox, très facile à faire, et j'ai ouvert la clinique sur Minecraft. Et l'idée, après, c'est tout un processus parce que c'est un peu difficile toi-même de dire quand la maman amène son fils, il joue trop à Roblox à 11 ans et que je dis si vous voulez il peut venir dans mon jeu Roblox. Pour l'instant là, pareil, c'est pas encore évident. On va la découvrir en images d'ailleurs cette clinique de Minecraft là en vidéo. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche de manière concrète. Ah oui, vous y êtes allé là. Ouais. Et non, alors j'ai mis Médecin Geek en haut parce qu'on se téléporte ici. Et puis le principe, c'est toujours pareil, c'est le côté ludique.
On rentre dans la clinique et j'ai structuré comme un hôpital. Donc c'est tout bête, il y a l'accueil sur le côté, l'autre côté il y a les toilettes, on visite là. On va juste couper le son, voilà, on va écouter. Accueil, et donc derrière, on va aller trouver une salle de consultation quelque part. Une salle d'attente, vous voyez, vous baladez. Il y a les toilettes hommes et toilettes femmes, parce que j'ai toujours été extrêmement... je me suis amusé. Ça m'a mis un peu de temps pour construire ça tout de même. Et puis après, vous avez... Parce que l'objectif, c'est le support des consultations. Et alors, il y a toujours des petits titres un peu ludique pour présenter un hôpital. Mais l'intérêt, c'est que, là, novembre, c'est un peu chaud, mais décembre, j'ouvrirai ma chaîne Twitch, toujours pareil, parce que Twitch, c'est là où on a les jeunes. Et l'idée, c'est justement de les amener dans un jeu, mais dans un jeu pour qu'ils puissent justement discuter de leurs problématiques, soit d'écran, soit de jeux vidéo, autour... parce qu'il y a des salles justement de groupes de parole, et de discuter en réel, donc en live, dans un jeu, mais avec en même temps le chat de Twitch. Et c'est assez disruptif. Ouais, et c'est là qu'on voit aussi toute la complexité des choses, où d'un côté on dit oui, il faut ramener de l'humain dans nos organisations parce qu'on a besoin d'humains et pas voir que des IA, même si l'IA fait des choses extraordinaires, ou alors hybrider IA et humain. Et vous, c'est un petit peu le pendant. Là, on rentre dans Minecraft ou en Roblox, mais on peut rentrer sous forme d'avatar. On n'est pas obligé de montrer son visage, qui on est. On aura aussi un avatar de médecin en face de soi qui va donner les renseignements. Alors attention, vous savez très bien que nous, sur le plan médecin, on n'a pas le droit de consulter dans un jeu vidéo. Là, je pense que je suis pas au Conseil national de l'ordre étant militaire, mais enfin tout de même. Mais donc ça, c'est voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est amener toujours pareil dans le jeu et discuter et en gros faire la diffusion justement des problématiques avec d'autres qui écoutent. Donc je trouve que c'est très constructif et ça marche comme ça avec les jeunes maintenant. Et puis surtout après, de pouvoir les avoir en consultation après, ou même de les avoir en consultation et de les voir après. Et il y a eu toi même Narcoleptique Anonyme qui l'avait créé, mais ça c'était au début avec des lunettes de réalité augmentée, enfin réalité virtuelle. Et il y a encore Alcoolique Anonyme aussi qui le fait aux États-Unis. Donc ça existe tout de même. Et je trouve que sur le plan addictologique, c'est très intéressant. Puisqu'en plus l'avatar permet de se détacher un petit peu, d'être moins timide, et dans un groupe de parole, ça marche très très bien. Oui, et puis n'oublions pas, on passe tous aujourd'hui une bonne partie de notre journée dans un monde d'écran, dans un monde totalement virtuel. On a un pied dans le virtuel et un pied dans le réel. Donc le système de soins doit avoir aussi ces deux pieds s'il veut nous trouver. Voilà, donc vous voyez, c'est un aller-retour. J'ai une toute dernière question quand même dans cette histoire, avant de laisser la parole à la salle pour les 10 dernières minutes. Cette notion de capteur, d'avoir des machines, des robots, des IA qui viennent nous scanner, qui viennent détecter notre peau, notre humeur, on parle bien, on parle pas bien, qui viennent nous driver quand on rentre aux urgences demain, où on aura très certainement aussi des robots qui viendront nous aider, ne serait-ce qu'à nous déplacer ou autre. Je me pose quand même la question de à quel moment la machine ou la technique ne finit pas par nous séparer de nous-mêmes, de nos propres ressentis, de nos propres corps, de nos propres consciences. À partir du moment, je pose la question à Thomas Serval par exemple, puisque vous avez ce miroir qui détecte si je suis de bonne humeur, pas de bonne humeur, si vous m'envoyez des petits cœurs, si je suis fatigué, pas fatigué, mais j'en dire, mon premier capteur, c'est quand même moi, c'est quand même ma conscience, c'est quand même mon ressenti. Et est-ce qu'à ce moment-là, ce sens que j'ai, je ne suis pas en train de l'affaiblir et de le confier à la machine? Alors, j'ai vraiment pris ce problème comme un béotien en m'occupant d'un truc qui ne fait pas débat, les brosses à dents. Et donc, grosso modo, on a demandé à tous les gens combien de temps vous brossez les dents chaque jour. Donc la réponse, avant que nos outils existent, des gens, c'était « je me brosse les dents en moyenne 1 minute 30, 2 fois par jour ». La réalité, et vous êtes de bonne foi quand vous répondez ça. Alors vous êtes de bonne foi avec un petit peu de social, c'est-à-dire quelque part, si c'est en public, vous ne répondez pas tout à fait la même chose que si c'est en privé. Si votre collègue est là, vous dites 1 minute 30, sinon vous dites plutôt 1 minute, c'est ça. La réponse en vrai, c'est 45 secondes.
Et pourtant, les gens sont de bonne foi quand ils disent qu'ils se brossent 1 minute 30. Et pour un truc aussi simple et aussi avec si peu d'enjeux, on a un tel biais cognitif sur notre santé que l'objectivisation par des moyens neutres, elle est nécessaire pour la prise de conscience. Et ça, vraiment, je donne l'exemple de la brosse à dents parce qu'on l'a bien documenté, on en a fait des études et tout. Et ben en fait, on se rend compte que le poids, on a fait un tapis de bain qui mesure le poids. Et en fait, les gens ne se pèsent pas assez. La première raison, c'est que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'outil qui est là. Mais la vraie raison pour 60% des femmes qui ont répondu à l'enquête, c'est qu'elles ne veulent pas savoir. Qu'elles ont peur. Exactement. Donc on gère. Les hommes, c'est pareil. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pire. Mais ce que ça veut dire, c'est que, encore une fois, c'est pas que l'information n'est pas disponible, c'est qu'on refuse d'y faire face. Et c'est pas nécessairement grave. Ce qui est grave, c'est que, pour prendre l'exemple du poids, qui est aussi une bonne métrique, qui n'est pas un enjeu, c'est pas savoir si vous avez le sida ou des choses comme ça. Votre poids, vous ne voulez pas le connaître parce que ça vous donne une mauvaise... Par contre, ce qui est grave, c'est si votre poids varie de plus de 5% dans un mois. Et ça, si pour des mauvaises raisons, vous ne voulez pas le voir, vous allez aussi, pour de mauvaises raisons, rater l'information qui est médicalement valable. Alors que, juste pour que vous sachiez, une balance que vous achetez dans le commerce, elle a 1% de précision. Donc toute variation de plus ou moins 1% n'est absolument pas significative et doit créer aucune angoisse. C'est juste pour dédramatiser la chose. Loïc Lagarde. Oui, je pense que pour compléter, c'est dire autrement, je pense que ces techniques-là et tout ce qu'on va apporter doit venir augmenter la vie comment le patient se voit et pas le remplacer. On en parlait avec Claude avant, je pense que c'est l'enjeu derrière tout ça. Moi, j'ai peur de l'inondation par l'information. J'ai peur de l'âge du capitaine, quoi. On envoie tellement de choses qu'à la fin, je suis informé, mais en fait, je ne le suis pas vraiment. Je suis informé, mais je n'ai pas réfléchi. Je suis informé, mais je n'ai pas appris. Et ça demande une déconstruction, une réflexion de vulgarisation, d'explication que les médecins n'ont pas forcément le temps de faire. Que donc, du coup, nous, on réfléchit de dire est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui pourraient le faire de façon encadrée par de la technique. Mais il va falloir se mettre... C'est pas de se dire au niveau du patient, c'est pas péjoratif ce que je dis ça, mais c'est de se dire c'est quoi les angles d'attaque pour que les gens aient envie de rentrer dans cette conversation-là. Là, il y a un très bon exemple sur les jeux vidéo, c'est une façon de mettre le pied à l'étrier pour des gens qui autrement ne l'auraient peut-être pas fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour donner cet angle d'attaque et comment la technique peut nous aider à ça? Mais à un moment, il va falloir reconnecter avec de l'humain. Et si la technique nous a fait gagner du temps pour quel type d'humain et quand, c'est un peu ce que disait Thomas sur le type de mécanisme d'incentive, ben là, on va devenir efficient. Donc, derrière le mot de la fin. Le mot de la fin, ce patient qui va être pris entre le code et le care, hein, ça c'est quelque chose... Non, bah oui, j'aime bien le replacer. Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est la question de la liberté. La liberté aussi de dire non par rapport à ce monde qui s'annonce. Et puis peut-être un non à certains moments dans nos parcours, où on aura peut-être besoin d'un deuxième avis. Et puis là, on est en train de reproduire, alors on était là aujourd'hui dans un changement de paradigme autour du consentement éclairé du patient partenaire, du développement du partenaire patient. Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer aussi une sacrée verticalité ? Mais on peut peut-être y répondre à la session de l'année prochaine. Merci à tous les quatre. Brillante conversation.